nationale de France. Dans le cadre du cycle « La philosophie du quotidien » consacré cette année à l'identité, la philosophe Gaëlle Pantarotti s'interroge sur le rôle joué par l'hérédité dans la détermination de notre identité. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes, ou à toutes et à tous, pardon. Bienvenue à cette nouvelle conférence du cycle, cette année consacrée à l'identité. Aujourd'hui, nous recevons Madame Gaëlle Pantarotti. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes spécialiste de philosophie de la biologie, également chercheuse associée à l'Institut d'histoire et de philosophie des sciences et des techniques de l'Université de Paris 1. Vous avez été membre du comité scientifique de l'ouvrage intitulé « L'identité, dictionnaire encyclopédique », ouvrage publié en 2020 chez Gallimard sous la direction de Jean Guéillon. Vous avez co-signé la préface. Vous avez également rédigé les articles épigénétiques, programme génétique et l'article race. Et vous êtes également l'auteur ou l'autrice de nombreux articles sur les transformations du concept d'hérédité biologique. Alors nous allons voir avec vous aujourd'hui les liens entre l'hérédité et l'identité. Autrement dit, nous allons voir s'il y a en moi quelque chose qui ne vient pas de moi et qui fait ce que je suis, qui détermine ce que je suis. Je vous écoute. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui avec vous. Donc effectivement, moi je suis chercheuse en philosophie de la biologie et j'ai beaucoup travaillé sur la question de l'hérédité et plus particulièrement sur les transformations du concept d'hérédité, sur le concept d'hérédité étendue que je vais vous présenter aujourd'hui. Et dans la mesure où ce cycle de conférences est consacré à l'identité, je vais avec vous me poser aujourd'hui la question de savoir si l'hérédité fait l'identité. Donc dans cette question, il y a deux termes importants, l'hérédité et l'identité, que je vais m'attacher à définir dans le cadre de mon introduction. Alors, qu'est-ce que c'est que l'identité ? L'identité, c'est une notion de sens commun que tout le monde mobilise au quotidien dans divers discours. C'est une notion qui est au carrefour des disciplines. Toutes les disciplines s'emparent de cette notion, comme on le voit dans le dictionnaire encyclopédique. On parle d'identité dans les sciences de la nature, en biologie, en physique. On parle d'identité dans les sciences sociales. On parle aussi d'identité dans les sciences politiques. Et aujourd'hui, le terme hérédité est assez galvaudé puisque tout le monde en parle et on ne sait plus très bien ce qu'il y a derrière. Mais initialement, l'identité, c'est d'abord un concept logique et métaphysique qui renvoie à la relation d'un objet avec lui-même, la relation d'équivalence d'un objet avec lui-même, donc A égale A. Et c'est une notion qui renvoie aussi à l'identité personnelle lorsque l'objet en question est une personne. Plus généralement, l'identité, c'est un concept très complexe qui renvoie à différentes choses. D'abord à l'individuation. L'identité, c'est ce qui permet de distinguer un objet des autres en vertu d'un ensemble de propriétés fondamentales. Par exemple, Callias et Socrate sont des hommes, mais ils ne sont pas le même homme. Donc qu'est-ce qui fait que l'un n'est pas l'autre, que l'un est différent de l'autre ? L'identité, ça renvoie aussi à la question de la permanence dans le temps, malgré le changement. Donc c'est la question de l'individuation diachronique. Il y a des objets qui sont des individus et qui existent à travers le temps, même s'ils changent. Donc l'identité, ça implique la permanence en dépit du changement. Et pour penser ce problème, on peut envisager le cas des organismes. Les organismes naissent, croissent et meurent. Ils vieillissent, ils subissent des transformations et pourtant, on peut suivre un individu du début à la fin de sa vie. Donc il y a le même individu, mais il y a des changements importants qui le caractérisent. Un autre exemple classique pour parler de ce problème de l'individuation diachronique, c'est celui du bateau de Thésée. Donc le bateau de Thésée est un bateau dont les pièces matérielles sont remplacées au fur et à mesure. Et la question est de savoir à partir de quand le bateau de Thésée n'est plus lui-même ou s'il reste le même et si c'est le cas, en vertu de quels critères. Voilà. L'identité, ça renvoie aussi à la classification. C'est ce qui permet de rattacher un individu à une catégorie. Par exemple, une espèce, l'espèce humaine, ou une classe sociale, la classe ouvrière par exemple. Donc, c'est ce qui permet de dire que tel individu est un être humain par exemple. Enfin, l'identité renvoie aussi à la présentation de soi, dans un contexte plutôt social. L'identité, c'est ce qui permet de se définir, de dire « je suis X ou Y »,
je suis caractérisé par telle et telle propriété. Ce je peut être un nous, on peut parler d'identité collective, aussi d'identité nationale. Maintenant, qu'est-ce que l'hérédité ? Alors, l'hérédité, c'est un phénomène biologique qui est universel, c'est la production du semblable par son semblable. Cette idée, elle est magistralement évoquée par François Jacob, le prix Nobel dans la logique du vivant, l'ouvrage qu'il consacre à la question de l'hérédité. François Jacob écrit « Peu de phénomènes se manifestent avec autant d'évidence dans le monde vivant que la formation du semblable par le semblable. Très vite, l'enfant s'aperçoit que le chien naît du chien et le blé du blé. » Autrement dit, la formation du semblable par le semblable, l'hérédité, c'est un phénomène que tout le monde perçoit, même si c'est un phénomène qui a été étudié par les biologistes relativement récemment, à la fin du XIXe siècle. Donc, les chiens font des chiens, les chats font des chats, le blé fait du blé et les humains font des humains. Et aujourd'hui, en biologie, on considère que l'hérédité, c'est surtout la transmission des caractères morphologiques, physiologiques, voire psychologiques, des parents et de l'espèce par l'intermédiaire de la transmission de facteurs causaux. Donc ici, j'ai représenté Michael Douglas et son père, Kirk Douglas. Donc Kirk Douglas a transmis à son fils la forme humaine. D'accord ? Il a fait un être humain. Et en même temps, il a fait un être humain qui présente une caractéristique très particulière qui est une faussette. Donc il ne s'agit pas seulement de faire des humains pour les humains, mais de faire des humains qui leur ressemblent plus qu'aux autres êtres humains. Voilà. Alors maintenant, quels sont les rapports entre hérédité et identité ? Parce que c'est quand même ça qui nous intéresse aujourd'hui. Alors l'hérédité et l'identité apparaissent comme deux notions voisines si on reprend les éléments que j'ai évoqués plus tôt. Tout d'abord l'individuation. L'hérédité, comme l'identité, nous distingue des autres en vertu d'un ensemble de propriétés fondamentales. On peut aussi considérer que l'hérédité, comme l'identité, peut fonder l'individuation diachronique. Elle est permanente, cette hérédité, malgré les changements. Donc on a la même dotation héréditaire, même si on se développe. Et il y a donc un invariant héréditaire, y compris à l'échelle transgénérationnelle. Il y a quelque chose qui se maintient malgré le remplacement des individus au fil des générations. L'hérédité, comme l'identité, permet de classer dans des catégories, par exemple la catégorie de l'espèce. Et enfin, l'hérédité, comme l'identité, renvoie à la présentation de soi. Les propriétés que je mets en avant pour me définir peuvent être des propriétés héréditaires. Donc, si l'on se réfère à ces premières considérations, l'hérédité semble contribuer à définir l'identité. Mais la question est de savoir si l'hérédité fait l'identité, c'est-à-dire si elle dit tout de nos propriétés fondamentales, c'est-à-dire des propriétés qui permettent de nous définir. Plus précisément, on peut se demander si l'association que j'ai faite entre hérédité et individuation, permanence et classification, est-ce que cette association elle est liée à une conception particulière de l'hérédité, à savoir la conception génétique, ou est-ce qu'elle vaut en général ? Les transformations récentes du concept d'hérédité affaiblissent-elles cette association ? Et plus particulièrement, l'idée d'hérédité étendue que je vais vous présenter donc tout à l'heure, est-ce que cette idée fonde un nouveau rapport entre hérédité et identité ? En quel sens l'hérédité détermine encore l'identité dans ce nouveau contexte ? Est-ce que notre identité est prisonnière de notre hérédité à l'ère de la génétique, mais aussi à l'ère de l'hérédité étendue ? Ou alors jouissons-nous au contraire d'une certaine liberté dans la détermination de ce que nous sommes fondamentalement ? Alors pour répondre à toutes ces questions, je vais suivre le plan suivant. Je vais d'abord présenter les liens entre hérédité, génétique et identité. Ensuite, je vais présenter les liens entre hérédité étendue et identité. Enfin, je vais questionner le devenir de la distinction inné-acquis qui renvoie à des déterminants de l'identité dans les différents contextes théoriques que j'aurai présentés précédemment. Et je commence avec la question de savoir quels sont les liens entre hérédité génétique et identité. Et pour répondre à cette question, il faut d'abord que je définisse la génétique. Qu'est-ce que c'est la génétique ? La génétique, c'est la première science unifiée de l'hérédité, qui naît au début du XXe siècle et qui a façonné nos conceptions sur la transmission des caractères. Alors, comme le suggère la citation de François Jacob, ça fait très longtemps qu'on voit qu'il y a des choses qui se transmettent de génération en génération, notamment des traits. Mais ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle qu'il y a des travaux théoriques, scientifiques sur l'hérédité biologique. Et la première théorie unifiée de l'hérédité apparaît au début du XXe siècle, c'est la génétique. Donc c'est une théorie de l'hérédité qui a été élaborée
dans un moment de l'histoire, mais peut-être qu'on en aura une autre dans quelques années. En tout cas, selon cette théorie de l'hérédité, cette théorie génétique de l'hérédité, théorie mendélienne, la transmission des caractères, elle est causée par des gènes qui sont présents chez les parents et les enfants. Et ces gènes, ils sont d'abord envisagés comme des entités théoriques, c'est-à-dire que ce sont des éléments dont on postule l'existence et qui permettent de rendre compte de la différence des variations de génération en génération. Par exemple, une variation dans la couleur pour les pois, jaune ou vert, ou une variation dans la texture de la peau, lisse ou ridée, pour les pois encore une fois. Et donc dans ce contexte théorique, les gènes, donc ces entités théoriques, déterminent les traits différentiels de génération en génération. Au milieu du XXe siècle, dans les années 50, s'est développée la biologie moléculaire. Donc, on a découvert, dans ce contexte, la structure en double hélice de l'ADN. On a découvert la molécule d'ADN et la structure en double hélice de l'ADN. Donc, l'ADN est pensé depuis lors comme, en fait, la molécule qui porte l'information héréditaire qui permet de la transmettre de génération en génération. Qu'est-ce que c'est l'ADN ? C'est une molécule qui se présente comme vous voyez sur l'image. Donc, il y a deux brins, avec deux brins. Et ces brins sont constitués d'une succession de paires de bases nucléiques. Donc, et ces bases nucléiques impliquent des nucléotides comme l'adénine, la cytosine, la guanine et la thymine. Donc, ce sont les fameuses lettres A, C, G, T que tout le monde connaît. Donc, dans ce contexte, le gène est molécularisé. Le gène devient une portion d'ADN qui code pour une protéine. Donc, c'est plus une entité théorique. Ici, c'est une portion d'ADN, un morceau de molécule qui code pour des protéines. Dans les années 60, on découvre le code génétique. Donc, on décrypte l'information qui se situe dans l'ADN et on voit qu'il y a une correspondance entre des triplés de nucléotides, donc ACG par exemple, et des acides aminés qui sont les briques fondamentales, les acides aminés des protéines. Donc, voilà ce que c'est le code génétique. Et dans ce contexte, les gènes, ces portions d'ADN, sont porteurs d'instructions développementales. On dit qu'il y a des instructions développementales contenues dans le noyau de nos cellules. Et c'est alors qu'apparaît la fameuse métaphore du programme génétique, qui est également abordée ou présentée par François Jacob dans La logique du vivant. Selon cette métaphore, chaque œuf, c'est-à-dire chaque cellule œuf, celle dont nous sommes issus, celle qui est le produit de la rencontre entre les gamètes mâles et femelles. Donc chaque œuf contient, dans les chromosomes reçus des parents, tout son propre avenir, les étapes de son développement, la forme et les propriétés de l'être qui en émergera. Donc il y a dans cet œuf, d'accord, dans cet œuf fécondé, donc finalement dans le zygote, des instructions développementales qui disent en fait quelle forme nous aurons et quelles propriétés nous présenterons. Et de ce point de vue-là, chaque individu peut être envisagé comme la réalisation d'un programme prescrit par l'hérédité. Donc ici, on voit que les gènes, qui sont propres aux individus, qui sont relativement stables et rigides, Jacob dira que le programme ne reçoit pas les leçons de l'expérience, d'accord ? Quelle que soit l'expérience, on garde les mêmes gènes toute notre vie. Donc les gènes sont propres aux individus, ils sont relativement stables et rigides, et ils définissent nos propriétés fondamentales, si l'on en croit cette métaphore du programme génétique. Par ailleurs, ils permettent l'identification, ils permettent de nous classer dans certaines catégories, par exemple l'espèce ou l'espèce humaine. Et donc, de ce point de vue-là, l'hérédité, qui est envisagée comme un donné rigide, donc que l'on reçoit dès la conception, l'hérédité, elle détermine l'identité. Donc, dès le départ, dès la formation de la cellule œuf. Et cette idée de programme génétique, cette métaphore, elle est associée à la thèse du déterminisme et de l'essentialisme héréditaire génétique, qui est la thèse selon laquelle l'hérédité, qui renferme nos propriétés essentielles, détermine le développement et permet de le prédire. Et cette thèse du déterminisme et de l'essentialisme héréditaire, on la retrouve dans des films grand public comme Bienvenue à Gattaca. Donc dans ce monde, dans cette dystopie, il y a des enfants qui sont nés, des enfants qu'on appelle de la providence en fait, qui sont produits au hasard, qui sont conçus au hasard par les parents. Puis il y a les enfants améliorés pour lesquels on a sélectionné des gènes, et les gènes sont censés dire ce que
pour en faire des individus plus tard. Et il y a une scène mémorable où on prélève une goutte de sang chez un nourrisson, et puis on voit qu'il a tant de % de chances de faire ci, de faire ça, d'avoir telle ou telle propriété. Voilà. En réalité, cette prédiction n'est possible que pour très peu de traits, comme je le dirai tout à l'heure. Par exemple, pour certaines maladies, comme la chorée de Huntington, donc si vous avez un variant génétique, vous avez la maladie, mais le déterminisme génétique strict, il est finalement très très rare si on considère l'ensemble des traits qui nous caractérisent. Et malgré tout, cette idée de déterminisme et d'essentialisme héréditaire génétique, elle est encore en vigueur aujourd'hui. Récemment, Robert Plomin, donc un généticien du comportement, a expliqué dans plusieurs articles, dans des livres, dans des revues, et donc son message est relayé dans la presse. Il a expliqué que même échangé par erreur à la maternité, vous seriez à peu près la même personne. L'idée qui se trouve derrière cette affirmation, c'est qu'en fait, qu'est-ce qui détermine la personne que nous sommes ? Ce sont les gènes, finalement, qu'on a reçus dès la conception, d'accord, au moment de la création de la cellule œuf. Alors, qu'en est-il maintenant lorsque on change finalement de référentiel et que on envisage l'hérédité au-delà des gènes, on envisage une hérédité qui ne serait pas seulement génétique ? Quels sont les rapports entre hérédité étendue et identité ? Alors, pour envisager ces rapports, je dois d'abord présenter évidemment l'hérédité étendue. Alors, qu'est-ce que c'est que l'hérédité étendue ? L'idée d'hérédité étendue, elle naît de la critique du génocentrisme en biologie du développement et en biologie de l'évolution. Cette critique du génocentrisme, elle se décline en plusieurs temps. D'abord, des biologistes ont critiqué l'idée du déterminisme génétique, donc l'idée selon laquelle les gènes permettraient de prédire les phénotypes, c'est-à-dire les traits observables, que ces traits soient morphologiques, donc de forme, que ces traits soient physiologiques, donc renvoient à nos fonctions, ou que ces traits soient psychologiques. Ces biologistes, dont Lewontin est sûrement l'un des plus célèbres, ont mis en évidence le rôle de l'environnement dans la construction de nos traits. En réalité, les gènes tout seuls ne font rien, et si les gènes sont des conditions nécessaires pour que nos traits se développent, ils ne sont pas des conditions suffisantes. Et un même génotype, donc un même ensemble de gènes, va donner différents phénotypes, différents traits observables dans des environnements différents. C'est ce qu'on appelle la plasticité phénotypique. Alors, un exemple célèbre de plasticité phénotypique, c'est celui des abeilles. Donc, dans une ruche, il y a des ouvrières et une reine. Génétiquement, les ouvrières et la reine sont très proches, et pourtant, morphologiquement, les ouvrières et la reine sont différentes, et la différence morphologique vient d'une différence dans l'alimentation, et pas dans les gènes. Donc, l'alimentation peut avoir une incidence importante sur les traits, sur le développement de nos traits. La langue, c'est un autre exemple de plasticité phénotypique. Nous parlons des langues différentes en fonction des contextes dans lesquels nous sommes élevés, et nous aurons plus ou moins de facilité à produire certains sons, pas parce que notre langue est plus ou moins génétiquement programmée pour ces sons, mais parce que nous avons appris à produire ces sons depuis que nous sommes tout petits. Voilà. Donc ça, c'est la plasticité phénotypique. Par ailleurs, des philosophes de la biologie, dont Suzanne Oyama est sans doute la plus célèbre ici, j'ai copié une image de la couverture de son livre « L'ontogénie de l'information ». Donc, des philosophes de la biologie ont critiqué même l'idée d'information génétique préformée. L'idée que l'information génétique n'est pas préformée dans la séquence d'ADN, d'accord ? C'est pas ACGT qui donne un code génétique. L'information génétique, elle est produite au fur et à mesure du développement dans certains contextes cellulaires qui régulent l'expression des gènes, qui disent quelle séquence d'ADN doit être utilisée pour répondre à telle ou telle demande environnementale. Donc il n'y a pas d'information génétique comme ça qui serait préformée. L'information génétique, elle a elle-même une ontogénèse, elle se développe elle aussi, elle n'est pas là préformée dès le départ, dès la conception. Et l'information génétique, dans ce contexte, celle qui est dans la séquence d'ADN, finalement, on peut considérer qu'elle ne code pas pour des traits, mais plutôt pour
des acides aminés. Donc voilà, c'est le code génétique dans son sens premier. L'information génétique, c'est la correspondance entre un triplet de nucléotides et un acide aminé, et c'est tout. Voilà. Et donc, pour expliquer le développement des traits, on ne peut pas faire appel seulement aux gènes. De la même façon, pour expliquer le retour des traits de génération en génération, on ne peut pas seulement faire appel à la réplication génétique. On ne peut pas se contenter de pointer, de mettre en évidence la réplication des gènes. Si les traits reviennent de génération en génération, c'est parce qu'il y a une réplication d'un ensemble d'éléments. Alors, Suzanne Oyama et ses successeurs parlent d'une matrice développementale. Aujourd'hui, on parle plutôt d'hérédité étendue. Donc l'idée de l'hérédité étendue, c'est qu'il y a, au fil des générations, transmission d'informations ou de ressources développementales, génétiques et non génétiques. Je vais donner plus de détails dans la diapo suivante. Donc dans le contexte de la génétique, on considère que les générations se ressemblent, que les enfants ressemblent aux parents parce que les parents ont transmis des gènes, et donc depuis le milieu du XXe siècle, des portions d'ADN à leurs petits. Aujourd'hui, on considère qu'il y a différents mécanismes qui sous-tendent la réapparition des traits de génération en génération et les ressemblances transgénérationnelles. Parmi ces mécanismes, il y a l'hérédité comportementale ou culturelle, qui est très importante dans l'espèce humaine parce que nous sommes des êtres sociaux et quasiment tous les traits que nous présentons relèvent de l'apprentissage. Donc, on apprend à nos enfants ce qu'ils doivent manger, on apprend à nos enfants comment se comporter dans l'environnement, donc il y a la transmission culturelle, alors chez d'autres espèces, mais beaucoup évidemment dans l'espèce humaine. Il y a aussi de la transmission de micro-organismes, l'hérédité microbienne. Les animaux que nous sommes, comme d'autres, transmettent de génération en génération des micro-organismes, comme des bactéries, de différentes façons. Chez les êtres humains, cette transmission, elle se fait lors de l'accouchement par voie basse, mais aussi ensuite lors des interactions entre les parents et les enfants. Donc Scott Gilbert a bien décrit cela dans plusieurs articles, si vous voulez en savoir davantage sur le sujet. Donc il y a de la transmission de micro-organismes, et ces micro-organismes sont très importants pour que nous puissions assurer des fonctions fondamentales comme par exemple la digestion. Il y a également de la transmission hormonale, notamment pendant la gestation. Certains auteurs incluent l'environnement dans l'hérédité. Moi, je suis plutôt réservée là-dessus et je vous dirai pourquoi dans la conclusion. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'hérédité épigénétique. Alors, on parle souvent d'hérédité épigénétique. Je l'ai gardé pour la fin parce que je voudrais m'attarder un petit peu sur cet exemple. Donc, je vais vous parler maintenant de l'hérédité épigénétique. Qu'est-ce que c'est l'hérédité épigénétique ? C'est la transmission de marques moléculaires qui s'accolent à l'ADN, donc à l'acide désoxyribonucléique, ou aux protéines qui entourent l'ADN, aux histones, et qui modifient l'expression des gènes. Donc, on a de l'ADN, on a des protéines, et puis on a des modifications moléculaires qui modifient, qui transforment l'expression des gènes. D'accord. Donc, on ne sait pas très bien comment cette transmission se fait chez les mammifères comme les êtres humains, mais on trouve des marques épigénétiques de génération en génération, et on sait que cette transmission de marques épigénétiques peut être médiatisée par les comportements. Alors il y a un cas qui est très célèbre, c'est celui qui a été étudié par Frances Champagne. C'est le cas de la transmission du comportement maternel chez le rat, qui est médiatisé par une transmission épigénétique. Donc ici, on a, pour le dire très rapidement, des mamans rates qui ont des comportements différents avec leurs petits. Il y a des mamans qui lèchent beaucoup leurs petits et d'autres qui ne les lèchent pas beaucoup. Et en fait, les petits qui seront... le traitement des petits va avoir une incidence sur les patrons épigénétiques des enfants. Et les enfants qui n'ont pas été beaucoup soignés, qui n'ont pas reçu beaucoup d'attention, vont avoir donc
une méthylation de certaines parties de l'ADN, et cette méthylation, donc vous voyez, il y a des marques en fait comme ça qui s'accolent sur l'ADN, c'est représenté comme ça dans l'article de Française Champagne. Donc ces méthylations vont bloquer l'expression génétique, vont inhiber l'expression génétique, et donc par exemple les petits ne pourront pas produire certains récepteurs hormonaux. Et donc ces patrons de méthylation sont associés à un comportement parental similaire lorsque les petits femelles deviennent des mères à leur tour. Donc il y a une transmission de comportement maternel médiatisée par la transmission de patrons épigénétiques, parce que donc lorsque les mamans vont avoir les petites devenues mamans vont avoir le même comportement avec leurs enfants, eh bien les mêmes patrons de méthylation vont se reproduire, et ainsi de suite, de génération en génération. Donc voilà, il y a ici une interpénétration entre les comportements et les marques épigénétiques. Il y a un retour des patrons épigénétiques de génération en génération et un retour des comportements maternels de génération en génération. Alors oui, on parle encore des mères et pas beaucoup des pères, mais il y a quand même des études sur les transmissions épigénétiques via le sperme. Ce qu'il faut retenir ici, les éléments sur lesquels je voudrais insister sont les suivants. Alors d'abord, on voit que l'épigénétique permet, on dit d'incorporer dans la littérature, d'incorporer les effets de l'environnement. Donc il y a une expérience, ici l'expérience de l'interaction sociale avec un parent, et cette expérience laisse des traces dans l'ADN. Donc il y a une incorporation, enfin des traces au niveau moléculaire. Donc il y a une incorporation de l'expérience sociale. Cette incorporation a une incidence sur l'expression génétique. Elle modifie l'expression génétique. Donc l'expérience sociale à travers les mécanismes épigénétiques peut moduler l'expression génétique. Mais les marques épigénétiques, elles sont plastiques, elles peuvent en fait être supprimées. Donc elles sont moins rigides que l'ADN. Donc voilà, on a donc l'incorporation de l'expérience sociale, de la régulation de l'expression génétique et en même temps de la plasticité. Les marques épigénétiques sont moins rigides que l'ADN. Donc voilà pour l'hérédité épigénétique. Dans ce contexte, l'hérédité ne se résume pas à la transmission des gènes dans les gamètes lors de la conception. L'hérédité, elle inclut la transmission de facteurs causaux hétérogènes qui sont plus ou moins plastiques. Les comportements et les marques épigénétiques sont plus plastiques que l'ADN. Et cette transmission, elle se fait à différentes étapes du cycle de vie. Alors parfois on parle d'hérédité lamarckienne parce qu'il y a de l'hérédité de l'acquis. On pourra revenir sur cette caractérisation lors de la discussion. Pour moi, c'est un abus de langage, sachant que pour Darwin, il y avait également l'hérédité des caractères acquis. Donc je ne voudrais pas m'étendre là-dessus, mais je veux juste signaler que parfois on parle d'hérédité lamarckienne. Mais donc pour illustrer cette idée, j'ai préparé l'image suivante. Donc voilà, il y a de la transmission de facteurs causaux hétérogènes, donc des gènes, des marques épigénétiques, des hormones, des micro-organismes, etc. Et cette transmission, elle se fait à différentes étapes du cycle de vie, donc dès la fécondation, pendant la vie fœtale, à la naissance, et puis par la suite. Donc on transmet par la suite des comportements à nos enfants, notamment des habitudes alimentaires qui peuvent modifier également les micro-organismes qui vivent dans nos intestins. Donc en fait, la transmission microbienne à différentes étapes du cycle de vie et de la transmission comportementale aussi à différentes étapes du cycle de vie. Donc il y a une dispersion temporelle de la transmission héréditaire. Donc ici, l'hérédité n'est pas un donné rigide, mais une dotation plastique et construite au cours du développement. On voit ici que le concept de programme génétique apparaît comme particulièrement obsolète, sachant que on a vu qu'avec l'épigénétique, on comprend que l'expression des gènes peut varier en fonction d'autres facteurs développementaux. Donc l'information génétique en elle-même n'est pas préformée. Donc ici, l'hérédité ne fixe pas l'identité. L'identité conçue comme un ensemble de propriétés individualisantes sur un temps long, le temps du cycle de vie au moins. Donc elle ne fixe pas l'identité dès la conception, comme c'était le cas dans le paradigme génétique. Elle ne fixe pas l'identité, cette hérédité, mais elle participe plutôt de la construction de cette identité, donc de ses propriétés, au fil du temps. Et là, on a un rapport complètement différent entre identité et hérédité, ou hérédité et identité. L'idée d'hérédité étendue, le concept même d'hérédité étendue et tout ce que j'ai expliqué dans les diapos qui précèdent, tous ces éléments nourrissent finalement une thèse
la thèse du constructivisme héréditaire et l'idée d'une indétermination héréditaire. Donc, avec l'hérédité étendue, si on accepte cette idée d'hérédité étendue, en s'appuyant sur des travaux empiriques qui existent, en fait, on doit considérer que l'hérédité s'élabore au fil du développement, elle ne détermine pas le développement, et qu'elle est construite, cette hérédité, par des agents autonomes, c'est-à-dire des agents qui sont capables de se donner leurs propres règles. C'est ça l'autonomie. Et l'autonomie, c'est ce qui caractérise les êtres biologiques en général. Les êtres biologiques sont des êtres autonomes, en fait. Ils définissent leurs propres normes d'existence. Et chez les êtres humains, cette autonomie, elle passe aussi par des normes culturelles, par exemple. Donc, l'hérédité, elle est construite par des agents autonomes. Et l'autonomie, c'est la forme la plus aboutie de liberté. C'est la capacité de suivre les règles qu'on s'est prescrites à soi-même. Voilà. Et donc tous ces éléments nous conduisent vers l'idée d'un constructivisme héréditaire qui pourrait venir en appui d'un constructivisme identitaire. Et on s'éloigne ici clairement de toute approche essentialiste. Il y a également l'idée d'une indétermination héréditaire parce que oui, nous recevons une dotation héréditaire de nos parents à différentes étapes du cycle de vie, mais cette dotation héréditaire est plus ou moins plastique. Alors il ne s'agit pas du tout de dire que l'ADN n'est pas une molécule stable, je ne dis pas du tout ça. L'ADN, c'est une molécule très stable qui est transmise lors de la fécondation, etc. L'idée est de dire que l'ADN n'est pas la seule dotation héréditaire que nous recevons de nos parents. Donc il y a une partie de l'hérédité qui est plastique, et donc il y a une forme d'indétermination héréditaire, puisque si les choses sont plastiques, eh bien elles peuvent être modifiées. Et donc ceci me fait penser à la fameuse thèse de l'existentialisme de Sartre. Donc ici, Sartre nous dit qu'il n'y a pas de nature humaine figée et préexistante, et que chez l'être humain, l'essence ne détermine pas l'existence, et l'essence ne précède pas l'existence. Finalement, c'est l'existence qui précède l'essence, et c'est seulement après l'existence que l'on peut définir un individu. C'est seulement après avoir vu comment un individu a existé, comment il a vécu, qu'on peut savoir ce qu'il est. Donc il n'y a pas de déterminisme, l'homme est libre, l'homme est liberté. Donc il me semble qu'il y a dans cette idée d'indéterminisme héréditaire et de constructivisme héréditaire quelque chose qui fait écho à cette thèse existentialiste. Donc l'hérédité ne détermine pas ce que nous sommes, mais notre développement détermine une dotation héréditaire. Voilà. Donc voilà pour l'hérédité étendue. Alors j'en viens maintenant au troisième point de ma présentation. Je voudrais interroger ce que devient la distinction entre inné et acquis dans ce contexte. Alors, l'inné et l'acquis, ce sont deux termes qui renvoient à des déterminants de l'identité, et peut-être qu'à ce moment de la présentation, vous dites que, alors on a en fait l'inné qui est du côté des gènes et l'acquis du côté de l'hérédité étendue. En fait, je voudrais suggérer que les choses ne sont pas si simples, et je voudrais proposer un dépassement de cette distinction entre inné et acquis qui n'a plus beaucoup de sens aujourd'hui. Alors, avant d'en arriver à cette conclusion, revenons sur des éléments fondamentaux. La distinction entre l'inné et l'acquis, c'est une distinction qui est ancienne et populaire et que tout le monde emploie au quotidien. On dira, mais ça c'est inné, ça c'est acquis, mais ça tu crois que c'est inné, ah non, moi je suis sûre que c'est acquis. Bon, on parle d'inné et d'acquis au quotidien, mais qu'entend-on par là ? En général, l'adjectif inné renvoie à un ensemble de dispositions biologiques ou cognitives qui sont présentes dès la naissance. L'inné, ça renvoie aussi à ce qui est naturel, essentiel, intrinsèque et rigide, voire nécessaire. Donc nécessaire au sens philosophique, ça renvoie à ce qui ne peut pas ne pas être chez un individu. Et cette innéité, on la pense à l'échelle de l'individu et de l'espèce. Donc moi, par exemple, j'ai des caractéristiques jaurées, des caractéristiques innées, qui renvoient à des dispositions qui étaient là dès ma naissance. Et puis, ça, c'est en tant qu'individu, mais j'ai aussi des caractéristiques innées en tant qu'être humain. Par exemple, j'ai la capacité d'acquérir le langage. Voilà. Donc ça, c'est propre à l'espèce humaine. Il y aurait des choses innées, donc, à l'échelle de l'espèce. L'acquis, ça renvoie plutôt à des traits biologiques et cognitifs, encore une fois, qui sont développés après la naissance, sous l'effet des circonstances. Ça renvoie à ce qui est culturel,
accidentelles et pas essentielles, donc des propriétés accidentelles qui pourraient ne pas exister, et des propriétés extrinsèques. Et l'acquis, ça se pense aussi à l'échelle de l'individu et de l'espèce. Aujourd'hui, on a un peu oublié tout ça et on associe très clairement l'hérédité aux gènes et l'acquis à l'environnement. Et cette association paraît évidente. On a des gènes, on pense qu'il y a des gènes, enfin, il existe des gènes que l'on considère comme déterminants dans le développement. Et ces gènes, ils sont bien présents dès la naissance, même avant la naissance, dès la conception. Donc il y a bien des déterminants rigides, stables et contraignants qui disent nos propriétés fondamentales, qui déterminent nos propriétés fondamentales dès la naissance. Et puis l'acquis, c'est l'environnement, c'est un ensemble de facteurs qu'on envisage comme moins déterminants. Et aujourd'hui, si on regarde un petit peu dans la littérature, plus ou moins scientifique, alors l'inné renvoie au gène et l'acquis renvoie à l'environnement. En fait, l'inné renvoie à l'héréditaire et l'acquis à l'environnement. Le problème, c'est que héréditaire est considéré comme synonyme de génétique. Or, ce n'est plus forcément le cas aujourd'hui. Alors, que devient la distinction inné, acquis, héréditaire, environnemental dans le contexte de l'hérédité étendue? Lorsqu'on considère qu'il y a de l'hérédité au-delà des gènes, eh bien, on envisage l'hérédité, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme une dotation qui est transmise à différentes étapes du cycle de vie. On envisage une dispersion temporelle de la dotation héréditaire, et donc il y a une fin de la concordance des temps entre innéité et hérédité. Il y a l'hérédité qui n'est pas là avant la naissance. Et donc je reprends le petit schéma que j'avais proposé tout à l'heure. Donc ici j'ai tracé une ligne de démarcation entre avant et après la naissance. On voit bien, à travers ce petit schéma qui est très simplifié, qu'il y a de l'hérédité après la naissance. Donc il n'y a plus de concordance des temps entre inné et héréditaire. Donc ça, c'est le premier problème. Et plus généralement, si on considère qu'il y a l'hérédité étendue, eh bien, on va être confronté à un enchevêtrement conceptuel entre inné et acquis. En effet, on va considérer qu'il y a des éléments qui sont à la fois innés parce qu'héréditaires et acquis parce que transmis au cours du développement. Par exemple, les comportements sont héréditaires comme les gènes, donc on pourrait les mettre dans la catégorie de l'inné, mais évidemment, ils sont transmis après la naissance et donc ils sont aussi à classer dans la catégorie de l'acquis. Donc on a un petit problème ici. Par ailleurs, les éléments qui sont acquis au cours du développement peuvent constituer une partie du bagage héréditaire. Donc les éléments que mes parents me transmettent, mais aussi des éléments que j'ai moi-même développés et que je vais transmettre à ma descendance et ma descendance à sa descendance. Donc ici, l'inné n'est pas donné à la naissance, mais partiellement construit au cours du développement, comme je l'ai dit. L'inné ou l'hérédité ne détermine pas l'acquis, le développement, mais le développement détermine partiellement l'hérédité, donc l'inné. Donc il y a une circularité entre inné et acquis. Et finalement, si l'inné renvoie à la naissance, à la nature, comme on l'envisage spontanément et traditionnellement, alors cette essence et cette nature, elles sont des constructions développementales. Voilà ce à quoi on peut aboutir. Et dans ce contexte où finalement les distinctions entre inné et acquis, la distinction entre inné et acquis ne correspond plus du tout à nos intuitions, il est peut-être temps d'abandonner cette distinction et de la remplacer par une opposition entre héréditaire et non héréditaire pour penser, encore une fois, les déterminants de l'identité. Ce qui nous détermine, ce sont des éléments à la fois identitaires et non identitaires et non plus innés et acquis. L'héréditaire, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui est transmis de génération en génération et qui peut être plastique, donc c'est les gènes, mais aussi des marques épigénétiques, des comportements, des micro-organismes, des croyances, des représentations, des habitudes, etc. Donc c'est un ensemble de choses transmises de génération en génération, des choses qui viennent des parents et qui existaient avant moi. Et le non-héréditaire, c'est ce qui est propre à la vie de chaque individu, ce qui n'est pas causé par les générations précédentes. Et il me semble que cette distinction est plus pertinente que la distinction entre inné et acquis pour cartographier les éléments qui font que nous sommes ce que nous sommes et que nous avons des propriétés qui nous permettent d'être des individus particuliers ayant une identité propre. Voilà. J'en viens à la conclusion. Donc, au cours de cette présentation, je vous ai présenté des perspectives d'élargissement de la catégorie de l'héréditaire.
Aujourd'hui, l'hérédité n'est plus nécessairement synonyme de génétique. Alors c'est une idée qui n'est pas encore très répandue. C'est très répandu dans la littérature scientifique et en philosophie de la biologie. Mais dans la littérature scientifique grand public, on trouve encore l'idée d'une équivalence stricte entre héréditaire et génétique. Donc, pourtant, l'hérédité n'est pas que la génétique. Il y a plusieurs mécanismes qui font que les enfants ressemblent à leurs parents de génération en génération et qu'ils ressemblent plus à leurs parents qu'aux autres individus de la population. Il y a des caractéristiques familiales qui se transmettent par d'autres canaux que les gènes. Et cet élargissement de l'héréditaire implique la fin de la biologisation stricte de l'héréditaire. Alors bien sûr, on transmet des gènes, des marques moléculaires, des micro-organismes, mais on transmet aussi des croyances, des représentations, des comportements, etc. Donc il y a plus que juste de la biologie dans l'hérédité. Mais attention, je pense qu'il ne faut pas pour autant inclure l'environnement dans l'hérédité. Je pense qu'il faut distinguer hérédité-environnement, causalité héréditaire et causalité environnementale. Pourquoi ? D'abord pour éviter deux problèmes. Le premier étant un appauvrissement théorique. Traditionnellement, l'hérédité, ça renvoie à une causalité particulière qui est propre au lignage, aux familles. L'hérédité, c'est ce qui fait qu'il y a des traits qui reviennent dans certaines familles, dans des environnements qui sont partagés. Donc il y a des environnements communs à toute une population, mais il y a des traits qui reviennent dans certains lignages et pas dans d'autres. C'est ça la causalité héréditaire. Et la causalité environnementale, elle n'est pas propre aux familles, elle est commune à toute la population. Donc on a deux causes distinctes, bien sûr, qui interagissent, même si on pense que l'hérédité n'est que les gènes, donc ne consiste qu'en une transmission génétique. Donc il y a deux causalités qui interagissent, mais qu'il faut distinguer. Par ailleurs, je pense qu'il faut bien distinguer héréditaire et environnemental pour ne pas tout mettre sur le compte, alors j'ai mis entre guillemets, parce que c'est une formulation un peu triviale, mais pour ne pas tout mettre sur le compte de l'hérédité, de la causalité familiale. Si on met tout sur le compte de l'hérédité, alors tous les problèmes rencontrés par les individus vont devenir héréditaires, et si c'est héréditaire, ça concerne les familles et pas les pouvoirs publics finalement. En réalité, il faut bien distinguer la causalité héréditaire pour mieux pointer, par exemple, la responsabilité des pouvoirs publics dans la constitution des environnements pathogènes, qui font que les maladies reviennent de génération en génération, mais pas dans une seule famille, dans beaucoup de familles. Donc il faut bien distinguer, je crois, hérédité et environnement, et même si l'hérédité est élargie, l'hérédité ne doit pas inclure l'environnement. Alors elle inclut des éléments qu'on classe spontanément dans la catégorie de l'environnement, mais en fait on peut distribuer les facteurs entre hérédité et environnement autrement que nous le faisons aujourd'hui. Voilà. Et donc, dans ce contexte, est-ce que l'hérédité fait l'identité ? Oui, mais pas complètement et pas comme on peut le croire. C'est ce que j'ai essayé de montrer dans cette présentation. Dans le contexte de la génétique, on est face à des gènes qui nous tyrannisent, qui définissent de manière autoritaire et implacable nos propriétés fondamentales dès la naissance. Aujourd'hui, avec l'idée d'hérédité étendue, on peut penser la construction d'une hérédité étendue par des agents autonomes qui définissent leurs propres règles. Et cette hérédité étendue qui est construite, elle constitue une partie seulement de notre identité. Cette identité, elle s'élabore dans la dialectique qui s'établit entre des éléments héréditaires et des éléments non héréditaires. Donc on est encore dans une construction, peut-être d'un second degré. Et surtout, cette identité, pour les êtres humains que nous sommes, elle doit pouvoir faire l'objet d'une représentation cohérente, pour que chaque individu puisse se penser lui-même comme une personne identique au fil du temps, donc qu'il puisse penser son identité personnelle. Donc cela, je crois, sera développé dans le cadre de la prochaine conférence qui sera donc consacrée à la question de l'identité personnelle. Voilà, je vous remercie de votre attention. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.